Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est ici pour parler infra as code. Qui a déjà fait de l'infra as code dans la salle? Bien, beaucoup de monde. Donc, soit votre grand chef vous en a parlé et vous avez dit de faire de l'infra as code, soit vous l'avez lu sur Hacker News, soit vous croyez à la démarche. Et on est ici pour vous présenter notre vision. Alors, moi, je suis Alexandre Raoul. Je joue ici le rôle de l'Ops. Et mon kiff dans la vie, enfin, pas que dans la vie d'ailleurs, c'est du Puppet, du Ansible, des API et surtout pas les clicodromes, de nos fameux super grands éditeurs qui nous font croire qu'on fait une automatise à base de clicodromes. Fabien, donc je suis le dev. Mon kiff, c'est tout automatiser et mettre en production. Surtout automatiser les tests. Ensemble, on va parcourir, premièrement, qu'est-ce que l'infra as code et sur quoi on pense que vous devez fixer votre attention pour l'utiliser pleinement. On va parler de l'équipe qui est derrière la notion qu'on va construire pour faire de l'infra as code. L'infra as code, c'est du code, donc il faut le gérer. Et pourquoi est-ce qu'il a besoin d'attention? Et l'infra, c'est surtout de la production. Et qu'est-ce qu'on met en œuvre justement pour éviter les petites surprises ou les grosses? Alors, on va préciser de qu'est-ce qu'on entend par infra as code. Donc, j'ai deux définitions à vous proposer. La première, elle n'est pas super rigolote. Il s'agit de décrire sous forme de code exécutable et testable la configuration de l'architecture technique d'infrastructure. Bon, moi c'est clair, ou pas, mais en tout cas, je pense que ça couvre pas mal les choses. Et pourquoi en fait on a cette définition-là? Parce qu'en fait on est consultant, et du coup on va avoir des prods chez plein de gens, et c'est aussi pour ça qu'on arrive à vous en parler un petit peu. Et donc on travaille chez Octo Technologies. Et en fait, la définition que j'aime bien en ce moment, parce qu'en fait ça change un peu toutes les semaines de mon point de vue, c'est celle que j'ai lue dans un article il y a un mois, qui parlait pas directement d'infra as code, qui disait qu'en gros, si on n'est pas capable de sortir une copie de son infra et de la lancer et de le tester dessus sans péter la prod actuelle, quoi, on n'a pas vraiment de l'infra as code, on a juste du code et des morceaux de ficelle. Et en l'occurrence, là, c'était du duct tape. L'infra as code, en théorie, c'est quoi? On a tous démarré l'idée gagner du temps, fiabiliser. On se dit, on va coder comme ça sera répétable, ça va super bien marcher, et on va limiter la profusion des procédures manuelles, du Word où on copie-colle des lignes. Et effectivement, après quelques mois, XKCD nous dit, ben voilà ce qu'on a fait, on a écrit du code, on a débugué, puis on oublie le programme initial et on débug le code et on continue de l'écrire et on continue, on continue, on continue. Notre code, il gère de plus en plus de situations. Il gagne l'embonpoint. Il faut vraiment commencer à le gérer et être à son chevet. Alors, du coup, le titre, il n'est pas forcément super clair. Enfin, on s'en est rendu compte une fois que c'était fini et que tout était imprimé. C'est qu'en fait, à part un mot infra as code, on n'a aucune idée de quoi on va parler. Du coup, on va faire un petit rappel du côté Matrix, à quoi correspondent la pilule bleue et la pilule rouge. Alors, je me suis remarqué avant-hier qu'en fait, il y avait quelqu'un d'autre qui avait pris le même sujet. Donc c'est ballot, mais en gros, la pilule bleue, ça consiste à rester un peu dans le monde des bisounours, à rester dans la réalité virtuelle de tout se passe bien et rien de nouveau. Et la pilule rouge, c'est où on va prendre le contrôle. Ça va faire mal, mais on va prendre le contrôle sur ce qui se passe et on va vraiment voir ce qui se passe. On va arrêter de se masquer les yeux, quoi. Du coup, si on fait une petite analogie avec l'infra as code, pour nous, le côté pilule bleue, on va plutôt rester à maintenir des services disponibles avec des petits bouts de ficelle. Donc globalement, on prend le truc d'avant et puis on met un truc par-dessus et hop, infra as code. Bon, bof. Ou alors on reprend l'existant tel quel et on le script. Donc on remplace Word par un script bash. Et le truc qui en fait n'a pas d'API parce que c'est tout dégueulasse, on va faire croire qu'on va y arriver avec. Donc ça c'est l'approche pilule bleue qui n'est pas forcément exceptionnelle. Et sinon, côté pilule rouge, en fait on va essayer de prendre conscience que à l'arrache ou en mode pompier, parce qu'on fait les trucs à l'arrache, on ne tiendra pas la cadence. Donc la cadence, ça peut être à la fois en termes humains, on est en train de galérer, on nous met la pression, la prod se pète la gueule, c'est toujours la merde, on avance, c'est toujours la merde. Bah, au moment, on change de boîte globalement.
Ou alors, tout simplement, en fait, on n'arrive plus à livrer sereinement et on ralentit et on dit au business, ouais, mais en fait, l'infra, c'est des relous et ça avance pas. Et sinon, plus généralement, on prend conscience que finalement, ce qu'on fait, c'est du code assez classique. Alors, assez classique, autant que du JavaScript est différent du Java, par exemple. Euh, Ça reste tous les deux du code, on va appliquer les mêmes genres de principes, etc. Et c'est ce dont on va pas parler juste après. Il y a une notion que je voudrais vous introduire, mais qui n'est pas forcément spécifique à l'infra as code et qui n'est pas forcément nouvelle pour des développeurs conscients des tests. C'est ce qu'on appelle la boucle de feedback. J'aime bien définir en disant que c'est le temps qu'on met pour se rendre compte qu'on a fait une connerie. Le truc, c'est que en infra, c'est pas tout à fait aussi simple à mettre en œuvre que quand on travaille sur je sais pas quel langage. Je vais pas prendre d'exemple, ça risque d'être mal interprété, mais on voit de quoi ce genre de langage on veut parler, quoi. Donc par exemple, on veut tester sa nouvelle sonde de monitoring. Donc, typiquement, c'est un truc qui prend 12 éléments en même temps pour faire une chose. Globalement, il faut avoir l'infra de monitoring, il faut avoir le serveur qu'on analyse, enfin tout un tas de choses. Et du coup, en fait, on va monter une copie du SI. Globalement, si on fait ça, sans avoir l'outillage, on va juste passer 50 ans et on va passer pour un gros mec super attentif et globalement qui se surblinde pour rien. Ou alors, ça finalement on voit pas si souvent, le truc qu'on voit beaucoup plus souvent, c'est vas-y, on le fait en prod. Direct. Ce qui revient plus ou moins à, et je suis très fier de mon image, jongler avec des tronçonneuses. Et de temps en temps, ça se passe mal. Et du coup, voilà, un petit exemple. Alors, vous avez sûrement tous vu sur Hacker News, le mec qui dit qu'il a fait un RMRF slash qui a tout bousillé. C'est vrai que c'est un fake, mais c'est crédible. Et des trucs similaires apparaissent sans que ça se fuite sur Stack Overflow. Et du coup, pour réduire la boucle de feedback, on va essayer d'isoler. Et pour ça, on a tout un tas de techniques. Alors, isoler, je vais prendre un exemple de la vie courante. J'ai eu une infra montée autour de Elasticsearch, Logstash, Kibana, une quinzaine de machines en tout et pour tout qui tournaient à droite et à gauche. Et comment on débug ça? La chance qu'on a en tant que dev, c'est qu'aujourd'hui, on a les outils. Les outils, je pense que pour ceux qui ont fait de l'infra as code, je ne vais pas mettre des révolutions. Vous avez besoin de monter une VM, vous avez à votre disposition Vagrant qui permet d'écrire la VM que vous voulez pour la monter sur votre poste local. Vous avez besoin juste de valider un service, on va dire que Docker va être suffisant, on a monté un conteneur. C'est deux approches qui se font sur votre poste local, mais vous pouvez très bien aller chez d'autres fournisseurs externes, d'autres providers du monde entier qui peuvent vous fournir de l'infrastructure. Et après, donc là, on a déjà vu comment est-ce que j'allais monter mon infra en dehors de mon infra. Mais j'ai des petits problèmes. Déjà, mon manifeste Puppet, il me déclare que je dois monter le dossier pour Elasticsearch. Je dois lui déclarer 4 Tera. J'ai pas trop ça sur mon PC. Et là, on va refaire appel à des patterns qu'on trouve dans le dev, notamment pour les 4 Tera, le feature flipping. On va tout simplement éviter que ce code-là soit joué sur mon environnement de recette, en variabilisant. Deuxième cas que j'ai eu, c'était le package d'installation est présent sur un FTP du réseau de prod qui n'est pas accessible depuis le réseau de dev. Pas très pratique, ce qui fait que le code est en dur. Comment on fait? La même technique, on variabilise avec de l'injection de configuration et on vient spécifier ces valeurs ainsi qui peuvent être surchargées sur les environnements qu'on va utiliser et de jouer qu'une petite partie de mon infra. Ça me permet d'accélérer grandement ma boucle de feedback et d'effectuer mes développements. On va ensuite enchaîner sur un autre concept qui est propre à pas propre à l'infra as code, mais sur lequel beaucoup d'outils s'appuient, la notion d'état désiré. Pour alléger son code, on va déclarer un état attendu plutôt qu'une série d'actions à faire. Là-dessus, je vous prends un petit exemple qui n'est pas forcément très révolutionnaire, mais qui permet d'expliquer un petit peu ce qu'on entend par les actions à faire. Donc on va ajouter une entrée dans son fichier ETCOS, donc globalement en train de développer sur sa nouvelle API, et on veut que ça résolve le DNS qui s'appelle myapi.dev. Globalement, on ajoute ça dans son ETCOS et ça arrive assez vite. Donc le premier truc, on fait un truc comme ça.
En gros, on ajoute 127.0.1, donc sa machine locale, sur ce nom dans le TCHost. Problème, si on relance, on a une deuxième ligne. Si en fait c'est déjà déclaré, c'est pas forcément pris. Si c'est une autre IP, on va pas la remplacer. Du coup, on va peut-être pouvoir rendre ça un peu plus stable en mettant un petit grep en plus. Et du coup, si on l'a pas, on l'ajoute. Bon, dans ce cas-là, si l'IP est pas bonne, ça fait rien. Donc ça marche pas. Donc on va complexifier encore un peu plus. Je pense que vous voyez où je dois en arriver. Alors, on va se mettre à mettre des regex, on va mettre un petit peu de scène. Et en plus, ça va pas forcément faire le job. Il va encore vraiment rester des cas à la marge. Sinon, si on déclare plusieurs hosts sur la même ligne, ça marchera pas là. Globalement, c'est pas le bon pattern, c'est pas la bonne abstraction. On a des ifs dans tous les sens, le code devient illisible. On va essayer d'utiliser un autre type d'abstraction. Donc, du coup, plutôt que de vous donner la solution directe, on va faire une petite analogie. On va parler du monde charge. Donc, on est au 6e étage, on va aller au 2e étage. On a cette super commande, en fait, on a deux boutons, up and down. Du coup, comme je suis au 6e, je sais que 2 c'est vers le bas, et pas vers le haut. Donc j'appuie sur down. Je regarde ce qui se passe, ou gentiment je compte les étages, ou j'en sais rien. J'appuie sur 2, je vois que j'arrive à peu près au 2, puis j'arrête d'appuyer. Bon, je serai plus ou moins devant la plateforme, etc. Mais, on va dire qu'on y arrive. Et sinon, il y a ce que vous avez probablement chez vous, enfin, si vous habitez en appart, un ascenseur. Donc globalement, je vais aller au 2e, j'appuie sur le 2e étage, et je fais autre chose. Puis j'ai le truc qui fait bip et tout, c'est arrivé. J'ai rien fait de particulier, j'ai pas d'écrit, j'ai juste dit je veux aller là, démerde-toi. Et en bonus, en fait, si je suis déjà au 2e étage, il se passe rien. Et le truc précis de il se passe rien, ça s'appelle l'idempotence. Et ça, c'est une propriété qu'on va chercher. Et on a les outils qui s'appuient dessus. Le premier d'entre eux, j'en ai cité que 2, mais il y en a plein d'autres. Puppet, on va déclarer une ressource host, et on va lui dire, voilà, son IP, c'est 127.0.0.1. Si elle change, c'est le moteur de Puppet qui va effectuer le changement. Donc effectivement, on a évité le set, tous les ifs en cascade, c'est quand même beaucoup plus lisible, et en plus, c'est idempotent. On peut faire exactement pareil avec Ansible, sauf que là, on n'a pas un module spécialisé, mais un module plus générique, line in file. Voilà à peu près les principes sur lesquels on va appuyer notre code d'infra-as-code pour le construire au jour le jour. Quand on travaille sur l'infra-as-code, on se retrouve très vite à devoir travailler avec son voisin, parce qu'on travaille sur les mêmes fichiers. On n'a plus la procédure, chacun la sienne, puis tu sors la procédure du placard, tu la joues. Non, là, les fichiers commencent à être communs, donc on commence à devenir une équipe. Partant des profils des équipes de dev, qu'est-ce qu'on va trouver? On a plusieurs profils. Le premier, le super-héros. C'est super, cette personne-là, dans votre équipe, va tout résoudre. Par contre, on ne va pas trop faire attention à ce qu'elle casse. Ça va aller, il y a un serveur à réparer, on va réparer, c'est pas grave, c'est celui d'à côté, pour l'instant, on en fait tomber une feature. Un autre profil, le moine codeur, grosso modo, il implémente tout ce que vous voulez, mais il ne communique pas dessus. Un peu embêtant pour transférer la compétence. Le grand architecte, toute feature a son dossier d'archi, et effectivement, quand on arrive en prod, il est périmé. L'archiviste, il refactore tout le temps. Le problème, c'est qu'il implémente rien de nouveau. Et on a aussi le critique. Il a des convictions sur tout, mais en fait, il implémente rien de concret. Ces profils-là, on a les mêmes en dev, ça tombe bien. Et il y a des pratiques qui ont été mises en place, qu'on va rapidement vous présenter. Le super-héros, sur quoi on va s'appuyer? Des tests automatisés, effectivement. On va lui donner un moyen de valider plus rapidement son travail. Le moine codeur, on va parler de revue de code, où je reviendrai sur un slide après pour présenter cette technique-là, qui a des gains assez impressionnants. Le grand architecte, on va essayer de faire de la documentation as code. La documentation est au même endroit que le repo et a le même cycle de vie. L'archiviste, on va s'appuyer par exemple sur la définition of done ou les tests d'acceptance pour qu'il sache à quel moment son travail est terminé. Et le critique, le mieux, c'est de lui aménager un espace où il peut exprimer son avis et permettre à l'équipe de s'améliorer. Pour ça, on utilise notamment la rétrospective. Donc, toutes ces techniques-là, on peut les réutiliser dans une équipe d'infra-as-code.
qui va développer du code de ce type-là. Si je reviens sur la revue de code. La revue de code, c'est le principe simple, c'est j'ai fini d'écrire mon code, je demande à un pair ou un collègue, c'est-à-dire un collègue, de le relire pour déjà identifier les erreurs. Ça va permettre également, cette personne est junior ou même parfois senior, d'entraîner et de faire monter en compétence ou de monter soi-même en compétence. Parfois on a des surprises. Ça permet également d'avoir la chance d'expliquer son code, de dire pourquoi, de justifier les choix qu'on a faits et parfois de trouver des erreurs comme ça. Au final, ça aide à faire émerger les standards d'équipe et ça permet de partager la propriété du code. Je vais vous parler du meilleur DevOps tool. Et c'est pas Docker. Pour moi, le meilleur DevOps tool, c'est GitLab ou GitHub ou whatever, celui que vous voulez. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'approche un peu classique où le savoir a été très oral ou segmenté dans une équipe de prod, et ben globalement les devs, on leur disait ouais en prod c'est un Tomcat, mais pas plus genre d'infos de ce type-là quoi. En fait, on se rend compte que c'est Tomcat avec tel machin, tel truc, dans tel setup, telle façon de faire, etc. Et que pour ça, il n'y a pas besoin de faire une présentation de sa fille de 3 km, on peut juste donner accès au code. Là-dessus, l'objectif, c'est de partager la vérité sur ce qui doit se passer. Alors effectivement, on y reviendra après, ce qu'il y a dans GitLab, c'est pas forcément ce qui va se passer exactement en prod. Si ça se trouve, il y a des choses liées à la configuration, runtime, ce genre de choses. Mais c'est vraiment important et ça a en fait un effet assez important dans une des missions que j'ai faites récemment, où en gros, il y avait un Git dans un coin. L'équipe de prod, ils devaient être, je sais pas, une petite dizaine. Chacun était root sur la machine, il y avait le Git en local. Globalement, Git, c'était limité à un pseudo backup et à historiser, mais bon, vu que toute personne committait pareil, ça ne servait pas à grand chose, c'était inexploitable. Et en fait, le fait d'avoir mis ça là-dedans, je vous ai un peu tanné là-dessus, ça n'a pas forcément changé leur manière de committer. Par contre, ça a changé la vie des devs qui étaient à côté. C'est que eux, du coup, ils ont pu avoir accès à ce qui était exécuté en prod et pouvoir se rendre compte que en fait, c'est peut-être le bazar, ou c'est bien fait, ou quels sont les détails techniques, etc. Et ils ont accès au savoir, au truc précis qui se passe en prod. Et en fait, ils gagnent énormément en visibilité. Et effet subtil qui s'est passé après, c'est qu'il y a des devs qui ont commencé à faire des pull requests sur la prod. Alors, c'était pas forcément top parce que ils n'étaient pas en mesure de tester efficacement parce qu'ils n'avaient pas accès à des trucs pour tester, ni à des infras, etc. Mais ils tentaient. Et en fait, il y avait un mec de la prod qui relisait, qui adaptait et bossait ensemble. Et en fait, c'est un pauvre outil dans son coin. Et c'est le truc qui a eu le plus d'effet dans cette boîte niveau DevOps, de tout ce qui s'est passé de toute notre mission. C'est vraiment juste avoir claqué le code dans GitLab qui était déjà présent en plus. Maintenant qu'on a parlé de ça, on va parler un petit peu de comment on gère le code et de globalement comment on évite les problèmes. Et pour ça, en fait, on va reprendre l'histoire du petit XKCD qu'il y avait au début et on va parler de dette technique. Donc, globalement, on pense que ça va aller vite, on script le truc et puis on décrit la prod, comme si on pouvait décrire la prod en 3 fichiers. Et ça va bien se passer. Et puis tout le monde va comprendre ce qui se passe, ça va être super lisible. Je prenais tout à l'heure l'exemple de Lost dans Puppet. On lit le truc, on comprend ce qui se passe, c'est super clair, etc. Le problème, c'est que quand on a 10 ou 15 000 lignes de Puppet, c'est pareil que partout ailleurs, ça devient illisible. C'est mal organisé, etc. Et comme ce genre d'outil est marketé comme étant des trucs magiques qui font du descriptif et que ça devient magique à lire et super visible, en fait, on ne pense pas forcément au fait qu'on a de la donnée technique là-dessus. Ce qui revient un petit peu à se masquer les yeux et à ne pas regarder la vérité en face et à se dire qu'en fait, ton code, on pense qu'il est bien, alors qu'en fait, il a juste vécu de manière classique, il n'y a pas de honte à ça. La mission en laquelle je pense, là, c'est ils avaient ça depuis 3 ans, ils avaient appris sur le tas. Forcément, les trucs du premier jour, ils étaient encore là. C'était moins élégant que les trucs qu'ils faisaient aujourd'hui, quoi. Mais on peut s'en sortir.
Au final, la dette technique, vous l'avez. C'est-à-dire que dès qu'on fait une implémentation, on la crée, on vient empiler du code, et à un moment, il va falloir la rembourser, ou plutôt réparer, ou en fait, la faire disparaître. C'est marrant, ça me rappelle un petit jeu où on venait empiler des blocs, et puis à un moment, on avait le bon bloc, et on arrivait à le faire disparaître. Et le problème, c'est que si je laissais les blocs s'empiler trop longtemps, quand j'avais le bon bloc, j'avais plus le temps d'aller le placer. En fait, la dette technique, ça se traite tout au long du projet. C'est pas un instant T où vous allez décider « Ah, ben, aujourd'hui, on va éliminer la dette ». Non, c'est vraiment tout au long du projet, feature par feature, vous allez essayer d'appliquer les règles type Boy Scout Rule, où vous allez essayer de laisser le terrain dans un meilleur état que ce que vous l'avez récupéré. On va parler de notre ami Bash. Souvent, quand les trucs qu'ils ont vécu depuis quelques années ou qui sont exécutés tous les 36 du mois, etc., on a tendance un petit peu à les subir. Et puis souvent, le bon exemple, c'est lancé tous les 36 du mois, qui en fait, on se rend compte que c'est tous les jours à 2h du matin ou des trucs comme ça, mais bon, souvent on dit que c'est lancé tous les 36 du mois, du coup on n'y touche pas, et puis en plus c'est moche, donc personne n'a envie d'y toucher. Et du coup, globalement, ça nous donne ça. Cette petite image, je l'ai pas pondue, hein. C'est super facile, même Bash. Il y en a 50 des trucs comme ça qui apparaissent. Comme quoi, je suis peut-être pas le seul là-dessus. Et en fait, là-dessus, l'erreur, quand on commence à faire du Bash, si vous avez la chance de ne pas commencer par ça et de commencer par des langages de dev un peu plus haut niveau, c'est qu'on attend des comportements de Bash qui sont complètement de base built-in dans des langages qui ne le sont pas dans Bash. Donc voilà, hop, j'ai mon petit script Hello World tout simple. Il ne se passe rien. Et en fait, même si je fais qu'un Hello World, j'ai pris l'habitude de rajouter quelques options en plus. Donc là, je vous en parlais juste de 2, mais il y en a des dizaines et des dizaines. On va dire que des vraiment utiles qu'on met tout le temps, il y en a 5-10. Il y a le no-onset. En gros, en Bash, on utilise des variables. Si on utilise une variable qu'on n'a pas déclarée, bah, ça avance. Il ne se passe rien de particulier, ça met juste vide. Si on reprend mon petit exemple un peu plus haut de sudo rm rf, le $ une variable slash, bah, globalement, ça fait rmrf slash, parce que la variable n'est pas définie. Et avec cette petite option, bah, en fait, ça s'arrête. Je veux dire, c'est quand même bizarre que tu utilises des variables que tu n'as pas déclarées. Dans le même genre, on a des fonctions qui se plantent, enfin des commandes qui plantent. C'est pas grave, on continue. Bah, de base, en bash, ça continue. Donc en rajoutant rexit, ça va faire en sorte que on arrête, et on se dit, on évitera de péter les trucs un peu plus tard, quoi. Petit bonus lisibilité. Alors c'est pas directement lié aux options de bash. Je ne sais pas trop le placer, mais je pensais que c'était important, du coup j'ai quand même préféré le mettre. C'est quand vous faites des scripts, privilégiez les flags avec les noms longs que les flags avec les noms courts. Pour la simple bonne raison que vous n'allez pas l'écrire 250 fois par jour, mais juste au moment où vous allez l'écrire dans votre code. Et autant privilégier l'expressivité que le flag raccourci. Le truc, c'est par exemple curl le moins haut, en fait c'est le fichier où on va mettre les outputs, enfin le résultat. Dans un autre CLI, moins haut, c'est peut-être juste une option. Par exemple comme sur bash au-dessus. À force de fichouer de commandes 50 fois dans la journée, en fait, le moins haut, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Pareil, le bon exemple, c'est le moins V. Un coup, ça veut dire verbose, un coup, ça veut dire version. On met moins version, on met moins verbose. Et en fait, ça, c'est des petits trucs comme ça qui font qu'on arrive un peu plus à vivre avec du bash. On a vu quelques trucs pour voir le code. Maintenant, on va essayer d'aller en prod sereinement. Et du coup, là, je vais reprendre le... Alors, je sais pas si cette image, en fait, elle représente vraiment la sérénité. Je me suis rendu compte récemment, mais bon, elle était cool. Donc, comme on va en prod, c'est cool. Je préfère la laisser. Et globalement, là, ça rejoint un petit peu l'histoire de GitLab tout à l'heure. Quand on veut savoir ce qu'il y a vraiment en prod, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va demander à la personne qui sait. Bon, des fois, c'est l'architecte, hein, des fois, c'est le mec qui a lancé le truc la veille. Peut-être que c'est le mec qui est d'astreinte et qui est délégué dans une autre boîte parce que ça coûte trop cher. Ça, super pattern. Mais bon, globalement, même si on est motivé, c'est super chaud de savoir ce qui s'est passé. Puis en plus, vu que ça vit dans la tête du mec, il est capable d'oublier. Du coup, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a sur le serveur? Je sais pas. C'est un peu la galère. Du coup, pour corriger ça, pour s'en prémunir,
En fait, à chaque fois qu'on lance un script en prod ou qu'on lance Puppet ou qu'on lance Ansible, etc., on va faire en sorte de stocker les résultats. Parce qu'en fait, l'infra, c'est le code d'infra plus le résultat de l'exécution, et pas juste le code d'infra comme on le croit souvent. Parce que le code qui marche du premier tour et qui marche tout le temps partout, c'est pas tout le temps le cas. Et puis même des fois, il est juste pas lancé. Et du coup, s'il n'est pas lancé, il n'a pas eu d'action, quoi. Donc là-dessus, en fait, peu importe où on le met, en final, ça peut être un job dans Jenkins, ça peut être dans des outils peu plus liés au langage, enfin la techno comme PuppetDB, Ansible. Ça peut être remonté dans votre collecte de log classique, peu importe. Petit truc sur le genre de message que ça peut apporter, notamment là je prends l'exemple de PuppetDB, par rapport à des fichiers de log tout simples qu'on pourrait avoir délégués dans le cas. En fait, on a plein de données pré-parsées. Alors là, pour le coup, ça c'est une IHM qui est faite par Spotify, qui a l'avantage d'être ce qu'on appelle une single page application. C'est-à-dire que si on fait les outils de debug dans Chrome, en fait, toutes les informations qu'il y a là, c'est des appels d'API qu'on peut copier-coller et claquer dans un script quasi tel quel. Par exemple, là-haut, on voit une petite requête. En fait, on la lance, on regarde la commande qui est lancée, on la met à côté, et puis on arrive à récupérer, par exemple, toutes les ressources en JSON pour en faire quelque chose. Tout est déjà pré-parsé, etc. Du coup, en fait, le message là-dessus, c'est juste rensembler les trucs dans Logstash qui mène à la feature, c'est cool. Mais des fois, on perd de la donnée, et les outils spécialisés par rapport aux technos, ils ont l'avantage de savoir comprendre ce qu'ils génèrent, et ça permet d'avoir des trucs un peu plus puissants parfois. Un autre exemple de code un peu foireux, on prend l'exemple de... Merde, je suis pas sur le bon truc. On lance Tomcat, donc on fait service start, alors là en l'occurrence c'est du Ansible. Et puis on va attendre avant de passer à la suite, parce que sûrement on en a besoin pour lancer un autre truc ou pour considérer que c'est OK. Donc on met un petit slip 30 secondes. Forcément, quelques mois plus tard, c'est à peu près sûr qu'on aura ce genre de commit. On est passé à 60 secondes, on ne sait pas forcément pourquoi, et puis on n'est pas plus sûr que ça marche. Du coup, l'approche qui est un peu plus chiante à mettre en œuvre, mais qui nous permet de stabiliser un peu le truc, c'est de virer les slips. Donc, le premier truc qu'on peut faire en Ansible, c'est attendre que, donc là c'est une manière de déclarer une boucle, un wait sur l'ouverture d'un port, attendre que le port il soit ouvert. On peut même aller un peu plus loin, parce qu'en fait, dans Tomcat, des fois, le port il est bindé, mais l'appli n'est pas encore servie, parce que c'est un méga war de la vie qui prend 50 ans à se dézipper. Et du coup, on peut même aller faire l'équivalent d'un petit curl qui attend que dans le contenu de la page, on ait le titre de notre appli. Et ça, en fait, c'est tout simple à faire. Le but, c'est de rendre le système plus prédictible, parce que l'avantage qu'on ne voit pas forcément en voyant ça, on a remplacé sleep par un wait for. Globalement, on attend 30 secondes, peut-être 32 ou peut-être 25. Le but, c'est pas d'optimiser le temps. Si on voulait optimiser le temps, on mettrait des grosses machines et ça coûterait pas cher. Le but, c'est plutôt de rendre le système prédictif. C'est-à-dire que si en fait ça n'a jamais vraiment démarré, on va avoir une erreur ici, dans le truc qui gère Tomcat. Pas dans le truc plus tard d'un mec qui a pété le monitoring, ou plus tard un autre service qui s'en serve, par exemple un autre microservice. On va voir le truc qui pète tout de suite. Ça permet de simplifier le truc, quoi. Une autre pratique, on a parlé de mettre du Jenkins, ce genre de choses, mais parfois, quand on a tout dedans et que Jenkins tombe, on ne sait plus mettre en prod. Quand vous faites un script, quel qu'il soit, ne le mettez pas dans votre job et faites-en un script séparé, pensez command line first. Pour la première chose, c'est que déjà, ça te permet de débugger plus facilement. Je peux faire quand j'exécute du verbose ou mettre des paramètres différents. C'est plus facile de le faire en console que de modifier le job. Ensuite, quand Jenkins a disparu, vous avez toujours un mode dégradé. Et puis, ça versionne le code auquel votre job est rattaché, et ça n'a pas de prix. On va continuer par attaquer un gros morceau, qui sont les tests. Les tests automatiques en particulier. Petit rappel, en dev, on parle de pyramide. On va séparer cette pyramide en 3 morceaux. Les tests unitaires, c'est des tests qui sont extrêmement rapides à jouer. On va essayer de les poser. On va être capable de les jouer plutôt, d'en jouer plusieurs milliers par seconde.
Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, on les verra un peu plus tard. Ensuite, on va envisager une brique d'intégration où on va monter certains outils et on va commencer à vérifier s'ils marchent bien. Et on a effectivement les tests end-to-end qui sont les plus longs, sur lesquels on va tester une grosse partie de l'infra. Le problème, c'est qu'on parle d'infrastructure, on va être souvent sur plusieurs dizaines de minutes, voire heures. On a au final une petite brique de test manuel qu'on vérifie toujours. Est-ce que mon service est ouvert ou pas? Est-ce que la page web s'affiche? Est-ce qu'il y a le bon texte? Ils sont toujours, on les garde souvent. Au final, un test qui sert à quelque chose, c'est quoi? Ça permet de spécifier l'intention d'un code. Lorsque je configure la variable Debian, je vérifie que le module qui est appelé de Puppet, c'est aptitude. Ça permet d'assurer la non-régression dans le temps. J'ai rien qui casse. Et ça permet de s'assurer que le code fait ce qu'il dit. C'est une des dernières choses, mais ça, on sait plus ou moins le faire. À propos des tests unitaires, alors en fait, dans le monde de l'infra, on est un peu à poil. Mais il y a deux langages qui ont un peu percé, qui s'appellent Chef et Puppet, où on a quand même une brique de tests unitaires. Alors Chef, je ne vais pas en parler parce que je ne m'y connais pas trop. Par contre, je m'y connais un peu plus en Puppet. Donc, on va faire alors, il y a les tests unitaires de l'outil qui ne sont pas à confondre avec les tests unitaires de notre code construit au-dessus du DSL. Donc en fait, quand je dis qu'il y a des tests, il y a de l'outillage de tests unitaires dans Puppet, je ne dis pas que le code Ruby qui fait tourner Puppet, il est testé ou pas. Je parle vraiment des trucs qu'on en fait avec le DSL, donc avec le langage qu'on utilise. On est vraiment capable de tester des choses. Et dans ce contexte-là, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'en fait, on n'est pas sur une machine en train de lancer une vraie install de package ou quoi que ce soit. On a les éléments d'infrastructure qui sont moqués. Moqué, ça ne veut pas dire qu'on a un simulateur d'OS ou un truc compliqué comme ça. Hein. Si on installe un package, qu'on fait le test, que dans le pass, il y a un truc qui est apparu, le test unitaire, il ne saura pas faire. C'est un truc, c'est de l'automagie dans le script d'install du package, on ne sait pas faire. Ce qu'on sait faire, par contre, c'est gérer des choses vraiment liées au langage, la propagation de variables, des embranchements de code, des trucs comme ça. Je vais prendre pour ça un exemple dans le monde Puppet. Donc on a une classe toute simple, son intérêt est un peu limité, hein. Elle installe curl et vim, mais curl et vim étant dur dans le code. Concrètement, ça ressemble à ça. Donc voilà, on a une classe. Alors si vous faites de l'objet dans un autre monde, classe en Puppet, c'est un très mauvais nom. Mais bon, on va dire que c'est un ensemble de code. Donc on a une classe base packages qui installe vim et curl. C'est assez expressif, on voit ce qui se passe. Donc on va commencer par poser notre filet de test. Donc globalement, donc là c'est fait en spec dans le monde Ruby. Ouais, spec, pardon. Donc on va utiliser la classe base packages. On va se mettre dans le contexte qu'on va appeler par défaut. Donc voilà, on n'a précisé aucun paramètre. On va vérifier que ça compile et surtout on va vérifier qu'il y a bien le package curl qui est prévu d'être installé et le package vim. Bon, genre le test n'est pas forcément ultra utile et le truc intéressant c'est aussi on peut le générer. Mais bon, générer des trucs sans valeur, c'est pas un très bon pattern. Globalement, si on les lance, ça a mis genre une seconde, dont globalement pas loin d'une seconde de chargement du code Puppet parce que c'est un assez gros truc. En fait, quand on va avoir des milliers, on va rester quand même sur de l'ordre de la seconde, dizaine de secondes, voire minute grand max, quoi. Et là, en fait, tout est ouvert, tout s'est bien passé. Maintenant, on ajoute le test de la nouvelle feature, on va faire du TDD sur de l'infra, truc de fou. Et en fait, c'est possible. Et là, on rajoute un deuxième contexte. Là, on va mettre en paramètre d'entrée, un package, on va dire, on veut wget. Et on va vérifier qu'on installe bien un wget et qu'on n'installe pas curl et qu'on n'installe pas vim. Hop, forcément, le test y pète. La première partie marche toujours, la deuxième partie, elle marche pas. On est toujours sur la seconde. Là, ça paraît pas, mais on est toujours sur la seconde. On implémente nos nouveaux trucs. Donc globalement, ce qu'on a fait, on a créé une variable, on l'a mis en paramètre d'entrée, donc une sorte de fonction, on va dire, avec une valeur par défaut qui est vim et curl. C'est-à-dire si on ne met pas de paramètres, c'est comme avant, c'est comme d'hab. Le test, c'est le même, et maintenant, tout est ouvert. Globalement, ces trucs-là, c'est dur de rentrer dedans, parce que comme tout test unitaire dans n'importe quel langage, pour des gens qui ont appris à faire du code sans test unitaire, c'est un peu une douleur de s'y contraindre, surtout que c'est vu comme une contrainte au début. Alors qu'en fait, ça va vous permettre de tester énormément de choses. Si on prend l'exemple tout au début de l'injection de variables ou de feature flipping, c'est des trucs qui se testent ultra bien en test unitaire.
En fait, on va voir les choses, on va vérifier que quand on transmet la variable ABC égale false, ça désactive tout un tas de trucs. Et on va vérifier que du coup, si on rebouge le code, qu'on l'extrait de l'embranchement où on avait un beau if, où en fait le if il était un peu plus subtil parce que c'est une inclusion d'une autre classe, où ça faisait 3 fois le tour du monde et ça tombait en marche par hasard, en fait notre test, qui va peut-être paraître assez simpliste, il va être capable de nous couvrir de ça. Et ce genre de test, ça a beaucoup de valeur, et c'est aussi le genre de choses où quand on fait évoluer des choses sans avoir vraiment accès à de l'infra, ou quand on veut juste pas perdre 50 ans avec une boucle de feedback qui dure 200 ans, test unitaire, c'est top of the pop. Test d'intégration, le concept, on lance une VM, et puis on lance le code dedans. Donc là, on va vraiment faire les installs de packages, on va vraiment faire tout un tas de trucs. Forcément, c'est long. En isolant, etc., on arrive à réduire le temps qu'on met, mais bon, globalement, on installe la base Oracle, on en a pour 3/4 d'heure. Même sur une grosse machine, du coup, on a fait le truc, on a fait autre chose entre-temps, on a perdu le focus, la boucle de feedback est pourrie, puis ça coûte des sous, parce que bon, globalement, on a cramé une VM en plus, on a perdu du temps, c'est un peu la merde, quoi. Et vu qu'en plus on a une combinatoire infinie, parce que si on commence à variabiliser les entrées, etc., on va pouvoir faire, alors si on lance cette feature-là, puis celle-là, puis passe celle-là, etc., on peut juste passer un temps infini à faire des tests, à tester tous les cas. Donc là-dessus, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a même pas vraiment de framework super outillé qui a émergé. Et globalement, un truc que j'applique assez souvent, c'est que quand on ne sait pas trop comment faire, on essaye de faire aussi au plus simple. Et au moins, on ne sera pas en colère contre soi-même plus tard quand on va reprendre notre code, parce qu'on aura fait un truc super simple. Et globalement, quand on fait des trucs super compliqués, on pense que ça va le faire. Et puis en fait, non. Donc globalement, on revient à la base. Et la base, c'est le triptyque setup, test, tear down. On crée une VM, on lance le code, on lance les tests, on nettoie. Dans Jenkins, c'est 4 lignes de shell. La première, ça peut être un appel avec, je sais pas, Terraform qui crée des VM dans AWS ou un truc comme ça. En dessous, on lance Ansible dessus. En dessous, on lance du server spec ou Ansible avec certaines options. Et puis à la fin, on détruit tout. Et voilà, on a notre test d'intégration, on n'a pas utilisé de super framework compliqué, et c'est simple à faire vivre dans le temps. Et vu qu'il n'y a pas de super truc qui a émergé, autant faire simple. Je propose une petite échelle de maturité du vendredi soir. Globalement, le niveau 1, on lance le truc dans la machine, on vérifie que ça n'a pas explosé. On n'a pas vraiment fait de test, en fait, on a fait juste le 1, 2 et le 4. Donc on a créé la VM, on a lancé le code et on l'a détruite. On a juste vérifié que globalement Ansible n'avait pas pleuré quand on l'avait lancé. La deuxième étape, on va faire des tests sur la voie royale. Donc globalement, on ne va pas essayer de le faire planter. On va juste faire en sorte que quand ça marche, ça marche. On va rajouter un petit test à la fin. Le service il est bien déployé. J'ai prévu que ça gère avec un service que j'ai écrit à la main. Si je le relance, ça n'explose pas, ça a bien relancé le service. On teste les trucs simples. Ensuite, dès qu'on a un problème, on va pouvoir rajouter des tests de non-régression. Donc voilà, on a eu un problème la semaine dernière, ça pétait tout le truc. On sent qu'on peut le tester, et on le teste, et on est en non-régression. C'est rien de très révolutionnaire par rapport à du dev classique, tout ça. Et puis au final, l'échelle de maturité au-dessus, pas vraiment de réponse. Venir faire un talk dessus. Globalement, là, j'ai pas sorti grand-chose de très novateur. Il y a tellement de choses différentes qu'on peut faire. Si vous testez, vous faites notre nouveau Kubernetes ou vous trouvez l'orchestrateur de conteneurs Docker, les tests que vous allez lancer vont peut-être pouvoir se simplifier avec ce que j'ai fait. Enfin, ce que je vous ai montré juste avant, là, par exemple, la troisième étape, on lance des tests. Mais ça va être tellement gigantesque que mon truc sera trop simplifié, quoi. Si vous voulez tester des choses, je sais pas, un nouveau collecteur de log pour remplacer Logstash, pareil, ça va pas forcément très bien fitter. Donc, globalement, il faut adapter. Mais le truc de base, c'est faire des trucs simples, faire des trucs simples, faire des trucs simples. Bon, merci, j'espère qu'on vous a donné envie de prendre la pile rouge et pas de rester dans l'approche qu'on voit dans les Hello World qui est très naïve et très basique. Et puis le petit moment promo de la boutique, on recrute. Et en plus,
Et en plus, on a des petits collègues qui viennent de sortir un livre blanc sur le software craftsmanship, avec 150 pages, bien pour le week-end, bien pour le train si vous partez. Euh, et où en fait, globalement, là, si vous êtes intéressé par les parties revue de code, etc., c'est top. Il y a tous les détails. Merci. Si vous avez des questions, Il n'hésitez reste pas. le temps pour une ou deux questions. Mais bon, vu que c'est vendredi soir, on ne sera pas vexé. Alors ça, dans nos répètes, on l'a eu. Alors, la question, c'est est-ce qu'il y a des équivalents sur Ansible? À l'heure actuelle, Ansible, sur les tests unitaires, c'est le désert complet. Il n'y a rien qui a encore émergé, même dans le manuel, on a encore marqué en noir sur blanc, faire du test unitaire sur Ansible, ce n'est pas la philosophie. En version 2.1, on voit apparaître une feature qui s'appelle les stratégies, sur laquelle on voit apparaître pour la première fois un debugger sur Ansible. Donc on peut se dire que tôt ou tard, on aura le pattern de faire du mock. Quelqu'un va réussir à brancher quelque chose à cet endroit-là pour justement moquer. Mais il n'y a vraiment rien encore sur le test unitaire. L'intégration reste du classique. Docker, je vous invite à regarder le rôle qui a été développé par Gerling Guy pour Apache, où justement il exécute des tests dedans. Où il exécute des tests à partir de Docker en montant un rôle dans Docker, dans son fichier de définition Travis CI. Oui. Et ben ça m'est exactement la même chose, ça m'est arrivé. Donc c'est cool. Ah oui, répète la question. Alors la question c'était, globalement on a une super... une team de winners qui a fait plein de codes Puppet pendant plein d'années, où tout le monde ne faisait pas exactement pareil, et il n'y avait pas forcément de test. Et comment on se démerde quand on est jeté dans la fosse au lion? En tant que consultant, il faut se démerder et dire on va essayer de faire mieux. Et ben globalement ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un truc qui s'appelait Retrospec, qui claque des tests unitaires, qui sont stupides du coup, mais qui testent exactement l'existant. Donc globalement, ça fait un 1-1 du code Puppet en test unitaire. Donc ça en soi, ça coûte pas grand-chose, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça permet de nous poser notre premier pivot. C'est que quand on va faire ça, on sait qu'en fait, ce qui doit marcher, ce qui doit être exécuté en prod, c'est les mêmes ressources. Si on veut installer le package ABC, on veut mettre tel truc dans tel template, etc. Et ça, en fait, on va pouvoir le coller dans les tests et commencer à trifouiller le code. À trifouiller le code, donc on extrait des variables, on réagence dans des classes, enfin les trucs un peu classiques. Et là, en fait, on va voir qu'on n'a pas de la régression. Sauf que bon, on se rappelle quand même que nos tests ils sont un peu foireux. Et là, une fois qu'on a fait ça, on passe à une deuxième étape où on réfléchit et on reclaque des tests un peu plus élégants là-dessus. Mais l'approche, ouais, c'est de claquer un filet un peu bidon, un peu classique. On va à l'arrache dedans et on supprime les trucs qu'on sait que en fait, ça ne va pas rester. Typiquement, souvent, il y a plein de relations d'ordonnancement en Puppet qui ont été explicitées, qui n'ont pas forcément du sens. Et ces trucs-là, ils sont capables de les faire apparaître dans les classes unitaires. Alors, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on vire toutes les relations d'ordonnancement et on réfléchit un peu plus de macro, globalement à la partie insta, à la partie config, des trucs comme ça, plutôt que de s'attacher aux fins. Et je vais rebondir rapidement sur la même mission. Le premier principe, c'est que vous pouvez le faire de manière itérative et isoler une partie, commencer à la refactorer et la faire ressortir. Vous la montez sur un vagrant à côté en dehors de la prod et vous continuez sur chaque partie comme ça. Donc ça se fait de manière itérative, c'est pas la peine de créer un effet Big Bang. Bon, bah, timing parfait. Parfait, il restait 40 secondes. Bah, merci à vous.